Alors bonsoir à tous, merci de venir nous écouter ce soir. De quoi je vais vous parler moi ce soir? Je vais vous parler d'une application pour une grande compétition sportive qu'on a réalisée récemment. Donc on va voir en fait les contraintes qu'on avait sur le projet et comment on a réussi à adresser des solutions pour ces contraintes euh, tout au long du projet. Avant ceci, qui suis-je? Donc je m'appelle Andreas, je suis Tech Lead JS depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Moi, à la base, je viens du PHP. Donc, je travaillais sur Symfony et PHP, voilà. J'ai commencé en 2015 en faisant un site qui s'appelait Foncier Immobilier. Donc, on a fait un extranet et le site où on liste les biens à la location. Et petit à petit, j'ai développé une passion pour le JavaScript, où j'ai commencé avec React, JS, Vue.js, Angular, je les ai un peu tous faits. Et moi, vraiment, celui qui m'a plu, c'est React.js, où je me suis orienté vraiment vers cette solution. Et ça tombe bien parce qu'à un moment donné, on a eu, après avoir fait plein de petits projets web, même des grands en fait, on a eu une application mobile qu'on a décidé de réaliser en React Native, donc en 2017, c'était il y a 2 ans, qui s'appelle Cléo. Donc ça, on l'a réalisé pour une société qui s'appelle Biogen, qui est un grand laboratoire pharmaceutique. Et Cléo, c'est une application qui a vocation à aider les personnes qui ont la sclérose en plaques. C'est un compagnon de vie avec articles, tracker, etc. Pendant ce temps, je développe une grande passion pour tout ce qui est les technologies modernes, donc GraphQL, le serverless, le DevOps même, donc Firebase, j'adore. Voilà, c'est une de mes technos favorites. Et j'adore partager tout ça, notamment sur mon blog. On verra ça un peu plus tard, donc je suis blogueur tech. Ensuite, en 2019, je fais un petit peu de web encore avec des PWA, des choses comme ça. Et surtout, un projet mystère dont je vais vous parler. Alors pourquoi projet mystère? Parce qu'à la base, j'ai un accord de non-divulgation qui m'interdit de dire lequel c'est. En fait, j'ai eu un go, donc je vais pouvoir vous dire qui c'est, mais je préfère qu'on fasse un petit jeu si ça vous va bien. Je vais décimer quelques petits indices dans la présentation et on verra si vous avez deviné de quel projet je parlais à la fin. Du coup, je vais quand même vous donner un peu de contexte, parce que sinon, vous n'allez pas y comprendre grand-chose. Donc ce projet, c'est un projet d'environ 6 semaines, avec une utilisation en production pendant une semaine intense. On a un client sous l'eau qui ne peut pas trop nous aider sur les specs, etc. Il nous dit globalement ce qu'il veut. Donc il veut une application qui marche où on peut accéder à des live scores, des fiches sur les joueurs, des choses comme ça. Mais il ne peut pas trop nous aider parce qu'il doit préparer son événement, il doit réserver les hôtels, mettre en place les food trucks et tout comme ça pour la zone. Et donc on a des specs progressives et changeantes. Tout ça est réalisé donc, en communication avec 5 équipes, dont la mienne où il y a principalement 2 développeurs React Native et des divers intervenants, un Scrum Master, etc., etc. On a également une équipe qui est chargée de faire le site web et le back-end en parallèle. Donc back-end qui est en GraphQL, on verra pourquoi c'est intéressant. Et il y a des enjeux métiers hyper importants et une fréquentation très forte. Donc comme on voit, on est sur 15 000 connectés à la minute. C'est pas mal. Alors comment s'est perçu ce projet dès qu'on le reçoit? On reçoit un projet avec un... Vraiment, tout va très vite. On a du cadrage au démarrage, pas beaucoup de temps, les délais sont très courts et le client est peu disponible, comme on le voit. Pas de spec très précis en amont, bref, c'est pas facile. En plus de ça, on a un prestataire donc, qui nous fournit les données back-end qui est absent pendant 4 semaines. C'est-à-dire qu'on commence le projet, pendant 4 semaines, on travaille sans données back-end. On est obligé de faire donc, des interfaces, des mocks qu'on va pouvoir débrancher par la suite. Du coup, on commence vraiment avec une incertitude énorme. Alors, quand on a ces contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels outils on choisit et comment on les utilise? Alors, excusez-moi. La première chose, c'est qu'on est sur une application iOS et Android en même temps. Donc le multiplateforme, c'est vraiment au centre de tout ce projet. Pour ça, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles. Il y a Flutter, qui est développé par Google récemment, qui prend beaucoup d'ampleur. Luca en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Xamarin, il y a du Cordova. Et nous, en fait, là, notre cœur de métier à Calliope, on a choisi de miser, c'est React Native. Pourquoi? Parce que c'est une technologie donc cross-platform très performante. Mais surtout, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on vient du web. Et du coup, quand on sait faire du React, on peut très facilement, sans grande difficulté, passer sur du React Native. Et donc, comme on a pas mal de dev React, on va pouvoir embarquer quand il y a besoin du renfort sur des projets assez facilement. La deuxième chose, c'est l'agilité. Donc, on commence avec un produit, on fait des maquettes, et la contrainte, c'est
bah, il y a un site web et nous, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'on se dit là, au premier coup, c'est on va utiliser des WebView pour tout ce qui est contenu éditorial. Au lieu de mettre le contenu directement embarqué dans l'application, on va s'économiser du développement et on va mettre des WebView. Par exemple, les fiches des joueurs, c'est du contenu plus ou moins statique, on peut les afficher en WebView. On part là-dessus, on commence, on fait quelques maquettes, etc. Entre-temps, vu que le projet, en même temps qu'il est réalisé, il y a les specs qui sont faits un petit peu au fil de l'eau, on fait des user tests. Donc les user tests, on les a fait vis-à-vis de joueurs amateurs ou de personnes qui pouvaient se rendre à l'événement. Il y a 7-8 personnes qui ont été auditées, et petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on fait un pivot. Et là, on dit qu'on ne va plus faire des WebView, parce qu'au final, il y a un problème d'expérience offline. On va se dire, bah, voilà, donc la WebView, en fait, on va aller récupérer la donnée, mais s'il n'y a pas Internet, parce qu'on est à l'étranger, on va avoir un problème pour accéder aux données ou y accéder offline. De plus, il y a beaucoup de monde sur le site, donc potentiellement Internet, c'est un peu flaky. Du coup, on a une nouvelle UX, toujours dans l'idée d'assurer du fan service. Donc c'est une application qui est destinée vraiment aux fans de cette compétition sportive. Pour pallier à ça, on a pris un design system. Un design system, grossièrement, c'est quoi? C'est une bibliothèque de divers composants assez génériques qu'on va pouvoir réutiliser dans notre application à différents endroits. Ça peut être des boutons, des cartes, des choses comme ça, etc. Et donc on a un design system avec quelques boutons assez simples, quelques éléments assez simples, et on va aller les utiliser dans toute la partie UX. Comme ça, si on doit changer un bouton, ben en fait on va le changer à un endroit et il va se changer partout. Et enfin, on fait du Feature Driven Development. En gros, pour ce projet, il n'y avait pas vraiment de spec, donc on n'avait pas de gros Jira, etc. Le Kanban, il n'est plus là, c'était un tableau, vous en avez un là, je ne sais plus où il est parti là-bas derrière. Donc voilà, c'était vraiment un tableau très simple, 3 colonnes, tout doux, en cours, terminé, etc. Toujours en agilité très forte. En fait, on travaillait avec le proxy PO directement en communication vocale pour améliorer ce produit et les équipes qui étaient chargées de faire donc, les tests utilisateurs. Donc, par exemple, on avait en Feature Driven Development, on avait d'abord les news, après on a fait tout ce qui est live score et on a fait tout ce qui est fiche joueur également. Troisième chose, sécurisation et échange de données. Pour ça, on fait ce qu'on appelle du defensive programming. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la pièce le defensive programming? Est-ce que vous en faites déjà? En fait, on en fait sûrement sans le savoir. Le defensive programming, en fait, c'est un peu être pessimiste et se dire qu'on va avoir des circonstances imprévues. Donc on l'a vu, on a un back-end qui n'est pas là pendant 4 semaines. Les données font que changer, etc. C'est un peu compliqué. Du coup, on doit s'assurer en fait que les données qui arrivent, il faut les vérifier et toujours bien vérifier ce qui arrive pour pas que l'application crache. Donc pour ça, on a utilisé plusieurs outils. Le premier, c'est GraphQL. Qui connaît GraphQL ici? Ok. Bon, je fais un petit rappel rapidement pour rappeler ce que c'est. GraphQL, donc, c'est une technologie qui est développée par Facebook en 2014, qui est utilisée notamment en production sur Instagram. Ça va permettre en fait de créer des interfaces. On verra un peu plus tard ça. Déjà, le premier truc, c'est que c'est un agrégateur d'API. C'est fait à la base pour agréger les API. Donc on va avoir, par exemple, des API produits. Nous, on a eu des API avec les articles, on a eu les live scores. Peu importe le format, on expose un single endpoint. Et ça va nous permettre d'alimenter donc l'appli web, qui est développée par un autre prestataire, l'appli mobile, la nôtre, et pourquoi pas d'autres services. Ce qui est cool avec GraphQL, c'est que c'est typé statiquement. Donc ça, je vais peut-être vous montrer sur la slide suivante. C'est typé statiquement, donc par exemple ici on va avoir un type user, on sait que dedans il y a un ID qui est un ID, un name qui est un string, etc. Et donc ça nous a permis de nous entendre en avance, en amont, avec le prestataire de back-end pour pouvoir paralléliser nos développements sur le format de données d'échange. Donc au début on a fait un petit atelier, on a pris une demi-journée, on a dit bon voilà il nous faut ça, 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 ça. On a défini le schéma GraphQL, on s'est entendu d'accord, et après en fait on pouvait un peu développer chacun de notre côté en partant du principe que les stubs qu'on va utiliser, donc les fake données, elles devraient matcher ce schéma. La deuxième chose qu'on peut faire avec GraphQL, c'est limiter les échanges réseau. Alors, pourquoi? Avec GraphQL, en fait, on va pouvoir sélectionner via des queries, donc c'est des requêtes comme vous pourriez faire du GET sur du HTTP, uniquement certaines portions des objets que vous voulez récupérer. Donc par exemple, sur un user, bon là il n'y en avait pas, mais sur un listing de posts, on voudrait par exemple le titre, le lien web, la date et l'image. On n'a pas besoin de la description complète. Donc autant ne pas la récupérer. Pourquoi? D'abord, pour rappel, on est à l'étranger. Du coup, la data à l'étranger, pour les utilisateurs, c'est pas terrible.
On a généralement des cartes 4G, mais les forfaits sont assez chers, notamment si on vient de l'extérieur de l'Europe. Et la deuxième chose, c'est la consommation de batterie. Plus on récupère de données, plus la batterie elle est drainée, et donc forcément, l'expérience utilisateur elle est amputée. Donc pour ces deux problématiques, on peut vraiment cibler les données qu'on a besoin à l'instant T. Donc ce que je disais, pour un listing d'articles, on va prendre le titre, la date, etc. Et seulement quand on clique sur l'article, on va pouvoir aller chercher la description avec l'intégralité du HTML, via une deuxième requête. Pour ça, côté front-end, on utilise Apollo Client. Quelqu'un connaît Apollo Client, peut-être? Ok, pas mal de monde encore. Donc Apollo Client, c'est un outil, donc front-end, c'est comme c'est une librairie qui permet de faire des requêtes GraphQL et qui a la particularité d'embarquer un cache à l'intérieur directement. Donc en fait, vu que les appels sont typés, on va pouvoir automatiquement mettre en cache dans l'application les retours qui arrivent. On peut régler les règles de cache avec données froides, données chaudes. Est-ce qu'on va chercher en remote d'abord? Est-ce que c'est du fallback seulement? On peut vraiment adapter à la donnée le cache. Ça a deux avantages. La première, c'est qu'on va pouvoir réduire la charge serveur. Ne l'oublions pas, il y a quand même 15 000 personnes par minute. Donc le back-end, il est très spammé. Et une des spécificités de GraphQL, c'est justement que, ok, c'est super pour le front-end parce qu'on a une donnée qui représente vraiment ce qu'on affiche. Par contre, côté back-end, pour pouvoir faire toutes les jointures pour afficher bien ces données, généralement, c'est assez gourmand. Donc tout ce qu'on peut réduire niveau charge au serveur côté back-end, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et justement, avec Apollo, c'est quelque chose qui est très puissant. Et la deuxième chose, c'est que comme on a le cache, on a accès aux données hors ligne. C'est-à-dire que dès qu'on n'a pas Internet, lui, il va d'abord aller taper, voir s'il a Internet. Et s'il l'a pas, il va regarder, il va prendre son cache, il va nous le retourner. Tout ça de manière invisible. Un peu comme un service worker côté web, pour ceux qui connaissent. Hop là, je vais aller un peu vite. Hop. J'ai sauté 200 slides. Hop. Tac, 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 tac. On va reprendre ici. Tac. Donc ça j'ai vu, ça j'ai vu. Deuxième truc qu'on a utilisé, c'est TypeScript. Donc TypeScript, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un superset de JavaScript. En gros, JavaScript, par défaut, c'est un langage qui est non compilé et surtout qui n'est pas typé. C'est-à-dire que dans une fonction, on peut très bien passer en premier argument une fois un nombre, et puis une fois on va passer une chaîne de caractères ou même une fonction. Donc pour ceux qui viennent du monde natif, ça peut être un peu déroutant au début. Du coup, on a de l'incertitude. Alors ça a des avantages, on va le voir un peu plus tard, mais par défaut, on a de l'incertitude. Du coup, on utilise TypeScript. TypeScript, donc, c'est un outil développé par Microsoft qui va nous permettre de rajouter du typage statique sur tous nos objets. Donc on va pouvoir dire, voilà, ça c'est un string, etc. Ça tombe bien parce que vu qu'on utilise GraphQL qui est également typé, on va pouvoir générer toutes nos interfaces, donc interfaces au sens programmation objet, directement via des outils type CLI en GraphQL. Donc on va mettre notre backend, clac, il nous génère nos types et on a nos fichiers .TypeScript directement avec les interfaces. Après, c'est hyper simple à utiliser dans le code. Donc là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on augmente encore une fois la sécurité du code parce que le typage pour du code sécurisé, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'était la partie sécurisation des données. On a une autre partie qui va être des déploiements rapides. Alors, on va voir pourquoi. Donc, petit rappel sur la contrainte. Événement court, deadline très serré, et l'application va être utilisée la plupart du temps pendant 7 semaines. Le reste du temps, il n'y aura pas grand-chose. Donc, il nous faut des solutions adaptées à cette problématique. Premier truc, serverless. Pourquoi ? Alors, cette application elle a des push notifications, il y a très peu de code, c'est très léger. En fait, on va aller interroger à intervalles réguliers l'API backend qui nous fournit les live scores, et on va détecter dès qu'il y a des points qui ont été marqués par les différentes équipes. Pourquoi serverless? Donc serverless, ça nous permet de juste mettre des fonctions dans le cloud, plutôt que de monter toute une architecture avec un backend, un serveur, monitorer que le serveur il a toujours de la mémoire, etc. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est en fait coder des fonctions très simples en JavaScript avec requête-réponse. Et hop, on pousse ça avec une CLI dans le cloud, et ça scale tout seul, ça se déploie tout seul. Donc pour le backend de push notification, on a utilisé du serverless pour accélérer nos développements. Ensuite, les déploiements store. Alors ça, c'est intéressant. Une petite conversation qu'on a entendue dans la prod quelques fois. Attention, deadline serré, attention à la date de livraison, il faut bien livrer le build applicatif avant la date fatidique. Et une petite voix qui dit « T'inquiète, c'est facile, Google, il n'y a pas de validation, aucun problème, tu peux soumettre à la dernière minute, t'en fais pas ».
Alors, petit sondage. Combien de temps pour une validation Apple selon vous? En moyenne, pour cette application, mais c'est à peu près pareil. Combien? 3 jours? Ok, ok, pas mal. Là, on a mis que 24 heures pour la première validation. On a eu beaucoup de chance parce que généralement, ouais, on est plutôt sur 3 voire 4 jours. Ça dépend les périodes. Mais là, on a eu de la chance. Pour Google, combien de temps à votre avis? 4 jours. What? Pourquoi 4 jours? Eh ben, il se trouve que notre cher ami Google a décidé, avant c'était le Far West, donc évidemment on balançait tout ce qu'on voulait, il y avait même des virus, il y avait tout ce qu'on voulait, c'était génial. Ça dépend pour qui, mais c'était génial. Et maintenant, bah, ils ont décidé de changer un peu leur façon de faire. C'est censé être mieux, je vais expliquer pourquoi c'est censé. Et donc les premières publications des comptes, donc nous on avait un compte pour le client qu'on venait de créer, les premières publications sont plus longues et peuvent prendre jusqu'à 7 jours. Fun fact, donc je disais, pourquoi censé? Parce qu'au final, on s'est pris 4 jours de validation pour une appli qui affichait un écran blanc. Pourquoi elle affichait un écran blanc? Parce qu'on avait un problème au moment où Android rebuild tous les APK pour chaque OS spécifique allégé, ben, il y a un problème avec une librairie React Native qu'on n'avait pas vue en UAT, etc., qui faisait qu'on a un écran blanc. Donc ils ont mis 4 jours pour nous valider une appli avec un écran blanc. Est-ce que c'est vraiment gage de qualité? Je suis pas sûr. Les validations subséquentes, je ne sais pas si ça se dit. Donc Google, combien ce coup-ci? Et 15 minutes, ouais. What? 15 minutes, ouais. Bah, donc le premier build, c'est 4 jours, et après, c'est 15 minutes. Donc là, on était plutôt content. Et pour Apple, c'est plutôt linéaire, on est toujours à peu près sur 24 heures, à peu près. Problème, quand on fait une mise à jour, on a zéro garantie que les utilisateurs vont faire la mise à jour parce qu'ils sont à l'étranger, que généralement les téléphones, ils font les mises à jour pendant la nuit. Et donc moi, je voudrais juste montrer des petits graphiques d'adoption des versions durant la semaine d'événements. Donc là, on a la fameuse première version qui a pris 4 jours, qui est arrivée le samedi soir. On a eu de la chance. On l'avait soumis un peu avant quand même. Et donc on voit cette version, le jeudi, il y a encore 7% de personnes dessus. Donc waouh quand même. Le lundi soir, on a balancé la 1.11 qui corrigeait quelques bugs qu'on a eu sur l'appli et des crashs. Donc le jeudi, on est pas mal. Le même jour, le mercredi soir, on a balancé la 1.12 qui, pareil, corrigeait des choses, donc il n'y avait personne. On se rend compte que le vendredi, alors on ne voit pas très bien, mais le vendredi, on a 56% sur la 1.11, 51% sur la 1.12, 4% sur la 1.10, et on venait de lancer la 1.13 qui arrive. Et au final, le dimanche, on se rend compte qu'après tout l'événement, donc pour la finale, on a 64% des gens qui sont encore sur l'avant-dernière version, et même bien plus loin. Donc c'est inquiétant, et malgré le fait qu'on peut relancer les gens par des push notifications, etc., généralement un utilisateur qui part, il part pour toujours. Donc la rétention, c'est quand même une des métriques essentielles à avoir en mobile. Donc l'inertie de déploiement et d'installation, elle est très 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 grande. 4 jours, 24 heures. Pour des projets normaux, c'est pas grave, mais pour un projet qui dure une semaine, c'est vraiment quelque chose de central et qu'il faut traiter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces problèmes? Premier truc, c'est anticiper. Donc bien avoir les accès admin sur les stores applicatifs, demandez à votre client qui vous les donne, ça évite les allers-retours. Et avec ça, on va pouvoir vite fait uploader un build, un MVP, vraiment un produit qui marche. Vous allez ajouter petit à petit des features. Pour ça, le top, c'est le déploiement progressif. Donc le déploiement progressif, c'est le fait d'embarquer des features cachées dans le code et de les activer de manière séquentielle selon des règles quelconques. Donc par exemple, on va avoir les 10% de la user base, 20%. Petit à petit, on scale. On va vérifier via notre Crashlytics, par exemple, qui est un outil donc, qui monitor les crashs, si on a des crashs sur cette version. Et petit à petit, on scale jusqu'à ce qu'il y ait 100% de la base d'utilisateurs qui est la feature. Si jamais la feature elle est pétée, on la coupe. Pareil, nous, dans l'application, on avait un truc qui nous permettait de gérer à quelle fréquence on synchronisait le live score, parce qu'on faisait du polling. On a commencé à 40 secondes, on voyait que le backend n'était pas trop chargé, on a réduit pour avoir plus de fréquence. Pour moi, l'outil qui est top pour ce besoin, c'est Firebase Remote Config.
Donc, qui utilise Firebase et plus particulièrement Firebase Remote Config ici? Pas grand monde, je vous conseille vraiment d'essayer. Donc ça fait partie de la suite Firebase, c'est entièrement gratuit et ça va nous permettre de faire justement ce que je viens de dire. Donc on active une feature, clac, ça se resynchronise et pouf, la feature elle apparaît parce qu'elle était déjà dans le code. On va pouvoir configurer des règles dans un back-office. Donc en fait, on a un gros objet JSON clé-valeur. On va pouvoir dire, ben voilà, sur cette clé, par défaut, c'est false. Et là, on va pouvoir dire, par exemple, une feature de search, on va mettre un pourcentage aléatoire d'utilisateurs, 10%, et eux, on va leur activer la feature. Mais ce qui est dommage, c'est que Remote Config, c'est génial pour, si je vous dis, on a plus d'une semaine, on peut allumer et éteindre. Mais dans notre problématique, on est un peu embêté parce qu'on n'a qu'une semaine, donc c'est pas fou. Et pour ça, la solution qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'elle avait été dépriorisée et qu'on n'avait plus qu'un jour pour l'intégrer, on a eu des problèmes de build à la fin, c'est les déploiements instantanés. Donc ça peut vous sembler un petit peu fou si vous venez du monde natif, mais en fait, c'est le fait de s'affranchir complètement des stores. On va pouvoir bypasser le store et considérer notre application vraiment comme un site web, comme on a l'habitude de faire un site web. C'est-à-dire qu'on peut faire des mises à jour instantanées qui vont se répandre sur l'ensemble des utilisateurs à quelques temps près, tant qu'ils ont l'app ouverte. L'outil top là-dessus, de toute façon, globalement, il y en a deux. Donc il y a CodePush, qui est un outil fait par Microsoft, qui fait partie donc de leur package App Center, qui est un peu le Firebase version Microsoft, donc avec tous les outils pour les apps mobiles. Le deuxième, c'est Expo, mais Expo, c'est un framework pour React Native. Si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc, CodePush. Brièvement, comment ça marche? Pour tous les devs natifs, vous avez cette step assez classique, compilation, résolution des librairies, ça vous donne un binaire. En React Native, comment ça marche une compilation? On a toujours cette partie binaire, on compile notre APK, à côté on a notre code React, et on a un packager qui va venir en fait combiner tous nos fichiers JavaScript en un seul, qui va nous donner un fameux bundle.js. On prend le bundle.js, on le met dans le binaire, on met dans l'app, et quand l'app démarre, elle lit le JS, et c'est le JS qui va piloter les affichages de vue native. Ça ne change pas beaucoup de ce qu'on a l'habitude de faire. Avec CodePush, le principe c'est à peu près le même. On a du code natif, on compile, on a une première version de notre bundle.js qui part dedans, ça part. Sauf que maintenant, notre JS, en plus, il part sur les serveurs de Microsoft CodePush. À chaque fois qu'on fait une release, qu'est-ce qu'on fait? On vient recompiler le JS, qui peut être donc avec des images, avec plein de choses. En fait, on peut même prendre des images qu'on va base 64 automatiquement dès qu'elles sont compilées. On va les mettre là-dedans, hop, et on va les envoyer sur les serveurs de CodePush. Tac, et là, on va pouvoir updater. Alors, comment ça se passe, par exemple? On arrive, on a une application en V1.0, sans feature. CodePush V1. On CodePush une VIP feature qui permet d'accéder à des bonus VIP quelconques. L'app, elle se lance une deuxième fois. On peut le configurer pour soit afficher un prompt, soit ce qu'on veut, mais là, ça se télécharge en background. On a le CodePush V2 qui attend. Soit on invite l'utilisateur à relancer l'app, soit on lui relance, et enfin, au troisième reboot, pouf, le CodePush V2 il s'active, et notre feature elle est là. Sachant qu'on va pouvoir rollback automatiquement si ça crache, et on va aussi pouvoir faire du déploiement progressif, et on peut même faire de l'A/B testing. Parce qu'en fait, là, on pointe sur une clé d'API, mais en fait, vous pouvez changer la clé d'API à la volée pour pointer vers n'importe quel bundle.js. Mais alors, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on a le droit de faire cela? Eh bien, ça tombe bien, parce que la réponse, elle est sur la slide suivante. Et globalement, je vous résume ce qui est dit, c'est qu'on peut faire ça tant qu'on ne dénature pas sémantiquement, significativement, le produit. Donc, par exemple, si on va faire du bug fix qu'on a fait, ça, c'est complètement autorisé. Si vous transformez une app, de sclérose en plaques en une app sportive, là, c'est complètement interdit et vous allez pouvoir vous faire vraiment bannir votre application de l'App Store. Sur Android, c'est moins restrictif. Voilà, donc utiliser CodePush, on aurait voulu le faire, on n'a pas pu le faire, mais sur un événement d'une semaine, c'est vraiment, je pense, la technologie à avoir. Voilà, pour conclure rapidement, donc comme je vous disais, je fais des petits articles texte. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre en anglais sur Medium ou en français sur mon blog personnel. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà.